André Merlin, ancien président fondateur de RTE, Michel Faure, senior advisor chez Omnes Capital et cofondateur du collectif Énergie et Vérité, ainsi que Jocelyne Canetti, qui est à mes côtés, médiatrice nationale déléguée à la médiation des entreprises, ex-directrice des services d'efficacité énergétique pour les entreprises et médiatrice du groupe EDF. Et vous allez nous parler de l'énergie du point de vue du consommateur. Alors, André Merlin, je crois que c'est vous qui attaquez. Je vais vous passer mon micro. Oui. Il faut parler de... Oui, ça va. Bonjour à tous. J'ajouterai par rapport à la table ronde précédente que j'étais maire adjoint de ma commune de naissance pendant 6 ans, une commune rurale. Et que vous avez combattu la Wehrmacht, alors. Et oui, j'ai combattu la Wehrmacht. Et la première délibération que j'ai fait prendre au niveau du conseil municipal, c'est de renvoyer une société allemande qui voulait installer en bordure du parc régional des volcans d'Auvergne une dizaine d'éoliennes. Et d'ailleurs, ils n'ont pas insisté, ils ont pris leur clic et leur claque et ils sont partis ailleurs. Donc voilà. Et sur le syndicat, j'étais aussi premier vice-président du syndicat d'énergie du Cantal. Il y a peut-être des choses à faire. Je serai quand même prudent par rapport à cela. Alors, mon propos va être un peu plus large que le strict impact économique de l'éolien sur la politique énergétique. Je voudrais commencer par dire qu'aujourd'hui, il y a un risque élevé de coupure d'électricité en France, non seulement au niveau des industriels, mais également des clients domestiques. Et je ne suis pas le seul à le dire. L'Association européenne des gestionnaires de transport d'électricité, que j'ai cofondée avec mon homologue de l'époque, qui était le patron de Statnett, le gestionnaire de réseau norvégien, l'a dit très clairement, il y a des risques de coupure, non seulement en France, mais dans d'autres pays de l'Union européenne. Alors pourquoi en est-on arrivé là quand même ? Ça, c'est oui, et n'hésitez pas à refaire un peu d'histoire, parce que comme vous avez été fondateur de RTE, RTE, ça existe depuis... Alors ça a j'ai été créé créé RTE tout de suite après la transposition de la loi, de la directive de 96. La loi a été votée en février 2000 et j'ai créé RTE au 1er juillet 2000. J'avais été chargé de préparer la création de RTE auparavant au sein d'EDF, ce qui n'a pas été une chose facile d'ailleurs, mais enfin on y est arrivé. Et j'ai été patron de RTE. Oui, parce que la distribution d'électricité, donc... Patron, c'est le grand transport. Hein. C'est-à-dire c'est les lignes à haute et très haute tension. Et qui sont sur, mais c'est aussi avec des accords européens d'ailleurs. Oui, parce qu'on vend aussi l'électricité. Je vais y revenir là-dessus. D'accord. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Non, pas du tout. Donc effectivement, j'ai été pendant 7 ans patron de RTE, et en particulier, c'est moi qui ai filialisé RTE, qui était au départ un service indépendant au sein d'EDF, ce qui n'a pas été une chose facile. Alors ce que je veux dire, c'est qu'à mon époque, il n'y avait aucun lobby ni éolien ni solaire au sein de RTE. Malheureusement, je suis pas sûr. Il y avait quand même un lobby nucléaire, non ? Non, même pas, non, pas du tout. J'ai jamais été dans le nucléaire. Hein. J'ai toujours été en charge des réseaux électriques, aussi bien de transport que distribution. Alors, ce que je voulais dire à partir de là, pourquoi en est-on là aujourd'hui ? Eh bien, c'est simplement que depuis plus de 10 ans, on a raccordé au réseau électrique uniquement, ou presque uniquement, de l'éolien et du solaire. Et comme on le dit, il faut le répéter, ces deux formes d'énergie ont 2 handicaps majeurs. 1, elles sont intermittentes. Et 2, elles ne sont pas pilotables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ajuster la production en fonction des besoins du réseau. Oui, parce qu'on ne peut pas stocker l'électricité. Alors, on ne peut pas stocker l'électricité à grande échelle. C'est pour ça que le scénario qui a été proposé, à la demande d'ailleurs de la ministre de l'époque, je ne vais pas citer son nom, mais d'avoir un scénario entièrement renouvelable plus stockage, en l'état actuel de nos connaissances, ce n'est pas faisable ni techniquement, ni économiquement.
Et je regrette qu'effectivement, dans son rapport, RTE ait produit effectivement, parmi les 6 scénarios, un scénario entièrement renouvelable. Je l'ai dit d'ailleurs au patron de RTE, je dis c'est inacceptable. Je l'ai même déclaré dans une interview à la tribune. C'est de la pure idéologie. C'est l'influence, comme on a dit tout à l'heure, de certaines ONG et même de l'ADEME auprès d'entreprises comme RTE, il faut le dire. C'est effectivement la réalité. Donc, on est dans cette situation-là, et en même temps, j'utilise volontiers ce terme, en même temps, qu'est-ce qu'on a fait? Non seulement on n'a pas raccordé au réseau des moyens de production pilotables, la seule moyen de production qu'on vient de mettre en service, c'est la centrale au gaz de Landivisio en Bretagne, un projet que j'avais initialisé il y a 20 ans. On a mis 20 ans pour construire cette centrale au gaz de 440 MW. Et en même temps, on a arrêté des moyens de production pilotables, c'est-à-dire des centrales thermiques au charbon. Alors, je m'arrête un instant sur cette décision. Alors, on n'a pas arrêté toutes les centrales puisque Cordemais est encore en service. Mais lorsque on a arrêté ces centrales au charbon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'en période de forte charge, de pointe, eh bien, on a pu satisfaire la demande d'électricité en important de l'électricité venant d'ailleurs, et notamment d'Allemagne, et même au-delà de l'Allemagne, électricité produite à partir de charbon sale, c'est-à-dire du lignite. En 2001, on importait de l'électricité, il faut savoir, de cette salle venant de Turquie. Et on a failli avoir un blackout de ce fait. Donc vous voyez, voilà les conséquences de la décision d'arrêter les moyens pilotables. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors on en parlera également tout à l'heure, notamment au travers du scénario. J'esquisse simplement les choses. Première chose, il faut redémarrer, réouvrir les centrales au charbon. Et c'est ce que négocie en catimini le gouvernement, Madame Pompili, qui n'est plus là, pour réouvrir la centrale au charbon de Saint-Avold. Mais ça ne suffira pas. Il faudrait réouvrir la centrale d'Aramon et puis les autres centrales qui ont été fermées prématurément. Je rappelle que le 4 avril, on a failli avoir des coupures, alors qu'on était... Et je signale à ce sujet-là que le prix de l'électricité sur la bourse d'électricité en France est monté jusqu'à 2000 euros du mégawattheure, alors que dans tous les pays autour, on était à 200. Ce qui veut dire que notre électricité n'est pas indexée, contrairement à ce que racontent certaines personnes, sur le prix du gaz. C'est faux, ça. Je l'ai expliqué, d'ailleurs. Donc, on est dans cette situation. Donc, il y a urgence. Et l'urgence, c'est effectivement de démarrer tous les moyens de production pilotables qui existent actuellement. Au-delà, bien évidemment, il faut revoir la loi qui a été votée climat-énergie, qui prévoyait l'arrêt de 14 réacteurs, qui est une hérésie complète, donc, qui avait été d'ailleurs déjà initialisée par le président précédent. À partir de là, et là je rejoins, je ne voudrais pas déflorer ça va être dit sur le scénario tout à l'heure, mais ce qu'il faut, c'est effectivement engager résolument la construction de nouveaux réacteurs nucléaires de 3e génération pour remplacer à terme tous les réacteurs actuels, sachant que ces réacteurs-là, bien évidemment, il faut les prolonger autant que faire se peut, au moins jusqu'à 60 ans, et même peut-être au-delà. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'à partir de 2035, il pourrait être envisagé de mettre en service 2 réacteurs par an jusqu'en 2060, ce qui ferait au total 50. Et on aboutirait à ce moment-là à un mix énergétique où on resterait à peu près à 3/4 côté nucléaire et 1/4 étant à la fois les énergies renouvelables et du cycle combiné gaz. Pourquoi? Parce que d'ici 2035, on va vivre dangereusement.
on va voir des risques de coupure qui vont s'amplifier. Et ce n'est pas les 50 parcs éoliens qu'a indiqué le président de la République lors de sa intervention à Belfort qui va permettre de réduire les risques de coupure. 50 parcs éoliens, et dans chaque parc, c'est en moyenne 140 éoliennes qui vont faire plus de 200 mètres de haut, 250 mètres, 300 mètres, de véritables Vous tours comptez Eiffel. les parcs offshore là-dedans? Oui, là je parle des parcs offshore uniquement. Puisque et donc ce n'est pas une solution, à mon avis, pour permettre de satisfaire la demande d'électricité. Voilà. Donc à partir de là, je crois que ce que l'on peut dire peut-être et en conclusion, c'est que les objectifs tels qu'ils viennent d'être fixés par la Commission européenne, je rappelle qu'ils se donnent comme objectif 45% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen. On est dans l'irréel, complètement. On n'y arrivera pas. Et très vite, on va s'apercevoir que s'étant fixé des objectifs extrêmement ambitieux en matière de réduction de gaz à effet de serre, 55% de réduction par rapport à 90 en 2030, très vite, on va s'apercevoir qu'on ne tiendra pas ces objectifs. Donc on va dire, les écologistes vont dire, mais il y a une inaction climatique. Beau jeu de dire cela. Mais on va voir que la politique telle qu'elle est proposée par la Commission européenne et donc l'Union européenne est tout à fait irréaliste. Voilà. Merci beaucoup et vous interviendrez plus tard. Michel Faure. Je crois que vous intervenez sur l'impact économique du développement des énergies intermittentes au détriment du nucléaire. Merci. Je suis de formation ingénieur et j'ai travaillé pendant très longtemps, pendant 25 ans, dans le private equity, c'est-à-dire le capital privé. Alors je suis... on me marque senior advisor chez Omnes, mais enfin j'ai plein d'autres sujets. Et je me suis intéressé à l'éolien, en fait, quand... progressivement, je me suis installé à la campagne, parce que je faisais partie un peu de ces bobos parisiens. Et finalement, je me suis approché un peu de la ruralité. Et comme je suis peut-être un naturel curieux et que j'aime bien dépioter les business models, je me suis intéressé au business model de l'éolien, qui me paraissait, vu d'un point de vue, comme j'ai été ingénieur des mines, c'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière dans l'administration, j'avais une certaine idée de la fonction publique, et je me suis intéressé, je me suis dit, mais c'est complètement idiot ce business, parce que la France est en train de se tirer une balle dans le pied. Et en fait, quand on gratte d'un peu plus... Alors, c'est quoi les alertes ? En 2000, la France était autonome pour produire son électricité et exporter. Le consommateur français avait une énergie électrique abondante, pas chère et décarbonée. EDF était un outil de production et de distribution, avant que ce soit démantelé, de transport, que le monde entier nous enviait. En 2022, 2021-22, notre prix moyen d'électricité en France est passé, en 2020, alors 2020 est une année spéciale, mais en 2019, on avait un prix moyen de 40 € du mégawattheure, qui était le prix de gros moyen sur le marché français. Aujourd'hui, on a un prix de 220, 230, des fois ça monte à des niveaux absurdes. Bon, bref, donc notre prix moyen a été multiplié par 5, 6. Bon. Deuxièmement, on conseille maintenant aux consommateurs, pour aborder l'hiver prochain, d'acheter des pulls et des bougies. C'est quand même un peu spécial, c'est ce que M. Merlin vient de nous expliquer. Et puis, troisièmement, EDF est au bord de la faillite et devra être recapitalisé d'urgence. Bon, comment en est-on arrivé là ? En fait, pour reprendre un peu l'image
Pierre Dumont, on a subi malheureusement les assauts de la Wehrmacht, c'est-à-dire que, arc-boutés sur leur idéologie antinucléaire, depuis 30 ans, l'Allemagne, convaincue de son bon droit, de sa raison d'État, a imposé à ses partenaires, d'abord tout seul et ensuite en passant par l'outil de la Commission européenne, a imposé sa vision. Et malheureusement, les pouvoirs publics français n'ont jamais cessé, depuis 20 ans, de se battre à reculons, de faire le gros dos, de faire le ventre mou, c'est-à-dire qu'on n'observe absolument aucune politique française en la matière. Et on a encaissé les uns après les autres tous les diktats, pour reprendre une image guerrière, qui nous venaient d'Allemagne ou plutôt de la Commission européenne. Alors, j'ai listé, parce que je me suis intéressé à l'histoire finalement, c'est intéressant de regarder l'histoire, j'ai listé les différentes décisions, tant allemandes qu'européennes que françaises, qui vont dans ce sens, c'est-à-dire une annihilation progressive de notre dispositif français de production d'électricité. J'en ai listé une bonne vingtaine. Alors, je ne vais pas vous les donner, pardon. Je ne vais pas vous donner les 20 décisions, mais il est intéressant de se focaliser sur 4-5 d'entre elles. Les premières décisions sont des décisions unilatérales allemandes. La première date de 91, qui est, alors parce que les Allemands sont très précis dans l'énoncé de leur loi sur l'injection d'électricité dans le réseau public à partir d'énergies renouvelables. Ça date de 1991. Et cette loi pose les fondements, c'est les deux privilèges fondamentaux des énergies renouvelables qui sont passés dans notre esprit, qui sont devenus naturels pour nous. C'est premièrement, quand il y a de l'électricité d'origine renouvelable, elle est prioritaire sur le réseau. C'est un privilège incroyable. Imaginez, vous fabriquez des casquettes, quand il vous prend d'en fabriquer, vous dites « Ah ben j'ai des casquettes à vendre » et tout le monde doit vous acheter vos casquettes jusqu'à ce que vous ayez éclusé votre stock. C'est idiot. En fait, c'est pas comme ça que ça marche, un marché. Un marché, ça doit produire en fonction de la demande et pas l'inverse. Bon. Donc le premier privilège des énergies renouvelables, c'est quand ça produit, on doit l'absorber. Ça, c'est le premier privilège. Et le deuxième privilège, c'est en fait, comme c'est finalement un business risqué, on lui assure un prix de base qui est sur une très longue période. C'est-à-dire que sur des périodes de 15 ans en France, puis ensuite 20 ans, à la suite des appels d'offres. Mais quand on fait l'analyse, c'est ce qu'on fait société par société, quand on fait l'analyse finalement du prix de revient d'un investissement d'un site éolien et de ce que ça va produire, on dégage des rentabilités de 25-30% avec l'ancienne législation. Et maintenant, avec le nouveau prix de marché et la nouvelle législation, on atteint des prix, des rentabilités, mais absolument spectaculaires. Bon. Bref, la première loi allemande, c'est de 91. La deuxième loi allemande, c'est de 2000, qui dit, c'était Schröder, qui fixe un objectif dans le mix énergétique allemand qu'à l'horizon 2050, ils atteindront au moins 80% d'énergie renouvelable dans leur mixte. Et la troisième loi est de 2002, qui est dite loi atomique en Allemagne, où l'énergie nucléaire représentait quand même dans le mix 35%. La loi dit, à terme, et le terme était assez lointain, on se passera d'énergie nucléaire, on va arrêter progressivement. Malheureusement, d'ailleurs, cette loi a été amplifiée par Mme Merkel en 2011, quand elle a accéléré la sortie en disant, finalement, on sortira totalement en 2022. Alors après
les Français ont commencé, sous la houlette des différentes cohabitations et grâce à nos Verts préférés, ont commencé à les imiter bêtement avec la loi sur l'électricité d'Yves Cochet. Et après, progressivement, les Allemands ont laissé faire la Commission européenne qu'ils avaient convaincue de leur bon droit, Commission européenne qui a totalement laissé tomber l'énergie nucléaire, alors que pour lutter quand même contre le réchauffement climatique, c'eût été la solution la plus écologique, la plus rentable, etc., a complètement laissé tomber. Donc, à partir de là, les coups de boutoir nous sont venus par la Commission européenne. Donc, ça a commencé en 2003, quand il y a eu une directive pour lutter contre les aides d'État vis-à-vis des entreprises publiques, privées, et pour concéder que les seules aides d'État venaient vers les services d'intérêt économique généraux. Et puis alors, la catastrophe des catastrophes, c'est en France, parce que je ne sais pas, ça a été un espèce de suicide collectif, quand le Conseil constitutionnel français, en octobre 2006, a décidé ou a pris un arrêt pour constater, pour dire d'une part que les services d'électricité ne relevaient pas d'un service d'intérêt économique général. C'est octobre 2006, je vous invite à relire l'arrêt du Conseil constitutionnel. Et ce faisant, les tarifs réglementés des EDF n'étaient pas conformes à la réglementation européenne. À partir de là, ça a été la débauche, c'est-à-dire qu'on a subi le traité de Lisbonne, on a subi des agressions en 2008 de la Commission européenne qui a ouvert 2 procédures contre la France. Les Français ont essayé de se battre à reculons. Ça a été la loi NOM avec l'instauration de l'Arenh, où on a institutionnalisé finalement un appauvrissement d'EDF, où EDF a rétrocédé, suivant les prix de revient de son électricité, environ entre 2011 et 2020, quand on fait les calculs et quand on prend les tarifs édités par les ingénieurs d'EDF ou les tarifs de la Cour des comptes, entre 12 et 17 milliards d'euros qu'EDF a versé à ses concurrents, tout simplement. Alors, il ne faut pas s'étonner que EDF n'a pas eu véritablement les moyens de faire les investissements qu'il fallait. Il ne faut pas s'étonner que le passif, la dette non courante d'EDF a augmenté dans le même temps de 10 milliards, il ne faut pas s'en étonner, etc., etc. Et on continue, en France, à appliquer, donc c'est Madame Royal, dont la directrice de cabinet était Elisabeth Borne en 2015, avec la loi de transition énergétique pour une croissance verte, hein, c'est ça, où on acte le fait qu'on va arrêter 16 tranches de centrales nucléaires, bon, très bien, où on va développer massivement les ENR. C'est la loi de 2019, dite PPE, mise en œuvre d'ailleurs par Madame Borne en avril 2020, après que le président de la République, en janvier 2020, à Pau, ait expliqué qu'il fallait mettre le holà sur les éoliennes terrestres. Enfin bon, on est un peu... Donc on continue dans ces développements. Alors, on aurait pu se dire en début d'année, finalement, bon, alors c'est un événement évidemment éminemment malheureux, qui est la guerre russo-ukrainienne. C'est un événement, et je n'approuve évidemment pas les guerres, mais on se dit, finalement, ça va faire émerger les inepties du système. Ça va faire parce que c'est là où eh bien, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement allemand continue de nous mener une guerre sans merci sur le problème de la taxonomie. Alors la taxonomie, pour rappeler ce que c'est la taxonomie, c'est une identification finalement des secteurs dits durables. Et donc, dès lors qu'un secteur ou une activité économique relève de la taxonomie,
elle peut bénéficier au niveau des investissements de financements bonifiés. C'est la loi européenne qui permet ça. Et évidemment, alors la bataille sur la taxonomie a commencé en 2018, quand la Commission européenne a commencé à donner une liste de ce qui était dans la taxonomie et ce qui n'était pas. Évidemment, merci les Allemands, ils avaient éjecté le nucléaire. Après, il y a eu toute une bagarre avec des expertises. Et en finale, la Commission européenne, à titre de compromis en début de cette année, a dit on va mettre dans la taxonomie à la fois le nucléaire, sous réserve qu'on sache s'occuper correctement des déchets, et le gaz, sous réserve qu'il y ait captation de carbone. Mais ça, c'était en janvier 2022. En avril 2022 ou en mai 2022, le ministre allemand de l'économie, qui est aussi en responsabilité sur l'environnement et le climat, a dit pas du tout. Nous, on s'oppose au nucléaire et ils sont prêts à en découdre. Voilà. Bon. Je ne sais pas ce que viendra la bataille de la taxonomie, mais pour vous donner un autre exemple sur la folie de la Commission européenne, on parlait du repowering. La Commission européenne, alors, les Allemands, en décembre, ont expliqué que les procédures étaient trop longues pour faire du repowering. Et de fait, d'ailleurs, l'année dernière, il n'y a eu que 61 éoliennes en Allemagne qui ont été en repowering. Bon. Donc, il faut balayer les obstacles de procédure. Et donc, ils ont commencé par faire, en Allemagne, un accord avec les Verts pour mettre en l'air, finalement, tous les garde-fous environnementaux sur les espèces protégées, etc., qui existaient pour pouvoir accélérer les procédures. Au mois de, je ne sais plus quand, Macron est allé à Belfort, il a évoqué des lois d'exception. Retenez bien ce mot. Au mois d'avril, la Commission européenne a mené une enquête à laquelle on a répondu, qui est finalement comment faire pour accélérer les procédures. Et évidemment, au mois de mai, la Commission européenne annonce qu'elle déposera un projet de directive au mois de juillet pour les repowering et pour balayer les procédures environnementales, c'est-à-dire le massacre généralisé des espèces protégées. Donc, alors, je vous rassure, ça va prendre un peu de temps au niveau d'une directive européenne. Ceci étant, on est effectivement très vigilant. Les pouvoirs publics français, c'est tantôt blanc, tantôt noir, on ne sait pas trop. J'ai parlé de Mme Borne, j'ai parlé de M. Macron. On peut parler de M. Le Maire. M. Le Maire, lui, tout en nous expliquant, il nous a même écrit à la Fed en mars 2021 que le mix énergétique français avec 50% de nucléaire, c'était ce qu'il y avait de mieux pour lutter contre le gaz à effet de serre. Texto, hein, si vous voulez, je vous diffuserai le texte. Donc, du côté des pouvoirs publics français, on ne sait pas trop. Je pense maintenant qu'il faut reprendre le combat au niveau européen. On a la chance d'avoir au niveau européen un certain nombre de pays qui commencent à devenir très actifs avec un certain nombre d'associations. Les associations Lesquelles Alors, les associations hollandaises, suédoises, finlandaises, les Belges. Ah oui. Les Belges. Alors, c'est pas que la Hongrie et la Pologne, non? Non, il n'y a pas la Hongrie et la Pologne. Malheureusement, les Allemands, ils sont très discrets. Ils sont à la fois les associations allemandes sont à la fois les associations allemandes sont à la fois discrètes, mais je dois dire quand on leur demande des sous, elles payent. C'est-à-dire que toutes ces procédures coûtent de l'argent évidemment et elles payent leur écho. Donc c'est plutôt rassurant, mais elles sont assez discrètes dans les Zooms. Avec 50 personnes qu'on a, il y a un Allemand, mais
il n'ouvre pas trop la bouche. Donc, je pense que ce sera essentiellement au niveau européen qu'il faudra mener la bataille. Oui, non, mais il faut créer une chaîne YouTube, on va en parler avec nos amis du CEREME. Formidable. Monsieur, vous vouliez poser une question, pardon, avant de passer à Jocelyne Canetti. Si vous voulez bien vous présenter. On va vous donner un micro. Pardonnez-moi, on va vous donner un micro, ce sera mieux. Merci, madame. Dominique Chauvin, prospectiviste. André a dit que dans les 10 dernières années, on a raccordé au réseau pratiquement que des éoliennes et du solaire. Mais il oublie de dire qu'on a raccordé aussi des bornes de recharge électrique pour voitures. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que, en fait, il y a un raisonnement qui est un peu caché, mais qui va sortir, que la limite physique, au-delà de l'idéologie, la limite physique pour intégrer des énergies renouvelables dans le réseau, c'est l'intermittence, ce qui fait qu'au-delà d'un certain seuil, il vaut mieux pas le faire. Mais le problème, c'est qu'avec les bornes de recharge électrique pour voitures électriques qui vont se développer à vitesse grand V, puisque vous savez que c'est du 30% par an, les voitures électriques vont stabiliser le réseau électrique. Et donc, elles vont contribuer indirectement à permettre d'intégrer plus d'ENR solaire et éolien. Ce raisonnement a été découvert assez récemment en Allemagne, ce qui a expliqué d'ailleurs pourquoi l'Allemagne subitement s'est mise à développer franchement des voitures électriques. Et donc, on intégrer a plus, potentiellement... Pardonnez-moi, je vous ai perdu. Intégrer plus, c'est-à-dire je comprends pas. Pardon ? D'intégrer plus au réseau, c'est ça, d'intégrer? Oui, puisque les voitures électriques stabilisent le réseau, alors que les intermittents le déstabilisent. Par conséquent, on a une synergie très forte qui a été chiffrée de façon académique, qui est de l'ordre de 1 000 € par an et par voiture. Et ce phénomène qui va venir important dans les années 2030, c'est un discours, et c'est ça que je voulais dire comme alerte, c'est un discours qui laisse penser à beaucoup de gens, y compris chez RTE actuellement, qu'on va pouvoir intégrer plus d'ENR et que donc on va pouvoir lutter un petit peu contre ces risques de rupture. Voici un peu le warning que je voulais faire. Oui, je me permets de faire une petite remarque là-dessus, c'est que je n'utiliserai pas stabilisé, mais équilibré. C'est-à-dire que effectivement, on peut envisager, ce sera quand même pas si facile que ça, de faire en sorte que la demande baisse en même temps que la production baisse. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le problème est beaucoup plus important encore, c'est que le raccordement des énergies renouvelables type éolien et solaire déstabilise le réseau. Et on l'a vu très clairement, en particulier en 2016, où en Australie du Sud, ils se vantaient d'avoir la pénétration la plus forte au monde d'un système électrique, des énergies renouvelables. Et ils ont eu, suite effectivement à des conditions climatiques qui n'étaient pas faciles, ils ont eu des effondrements de leur système électrique, c'est-à-dire des blackouts, à plusieurs reprises, avec coupure des hôpitaux, crise politique. Le gouvernement a sauté, bien évidemment. Il y a eu un nouveau gouvernement qui a été élu, enfin nommé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le nouveau gouvernement a commandé en catastrophe des turbines à gaz pour restabiliser le réseau. Donc, je pense que la Commission européenne, et en particulier tous les experts qui gravitent autour des commissaires, devraient réfléchir beaucoup plus aux conséquences que peut avoir leurs objectifs de 45% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, en dépit du fait
que le système électrique européen est particulièrement puissant. Merci beaucoup. Monsieur, pardonnez-moi d'intervenir, il y a des gens plus compétents que moi dans la salle, mais si vous me permettez d'introduire une nuance, la voiture électrique est un très bon moyen d'éviter les pointes au moment à 7 heures du soir où on allume la télévision ou le chauffage parce que c'est prévisible. C'est-à-dire qu'on peut dire au titulaire de la voiture électrique, vous ne mettez en route la charge de votre batterie qu'à partir de 10 heures du soir, ce qui permettra de lisser les points de la demande. Mais est-ce que vous imaginez que parce qu'il y a un nuage qui coupe l'énergie solaire brutalement, on va demander à tous les personnes qui sont en train de recharger leur voiture de débrancher leur pile, ou parce qu'il y a un coup de vent, ils mettront la voiture à charger, et dès qu'il n'y aura plus de vent, c'est totalement impossible. Donc la voiture électrique est un bon élément de stabilisation d'un réseau par rapport au point de la demande. Il n'est en aucun cas un moyen de compenser l'intermittence des énergies renouvelables aléatoires. Monsieur, oui, pardon. C'est pas vrai. Oui, le monsieur qui est à côté de vous là. Non, le monsieur en noir là qui l'a réclamé avant, pardon. Avec le costume noir. Vous voulez faire un commentaire, vous pouvez faire un commentaire. Oui, je peux faire un commentaire. Écoutez, vous avez raison en absolu. Le problème, c'est que si je souligne ce risque, c'est qu'il existe vraiment, au détriment de votre débat, c'est que avec le digital aujourd'hui et avec la montée en puissance des voitures, sur un effet statistique, il est très possible, au contraire, de gérer l'ensemble du système à la picoseconde. Monsieur, rapidement. Oui. Pardon. Monsieur. Oui, amiral Deveau, pour répondre au problème de la stabilisation du réseau par les ENR, Madame Merkel, en 2015, a créé un poste d'ambassadeur de l'énergie auprès de la Tchécoslovaquie. Mettez le micro, voilà, dans ce sens-là. Madame Merkel a créé un poste d'ambassadeur de l'énergie en 2015 auprès de la Tchécoslovaquie, parce qu'à l'époque, quand les 40 000 éoliennes du nord de l'Allemagne se mettaient à fonctionner tout en même temps, parce que c'est tout ou rien, hein, eh bien le réseau était complètement déstabilisé, et voilà, et les Tchèques ont menacé de faire un block-out sur le réseau allemand. Et la deuxième question, la question que je voulais poser, c'est, bon, il est clair qu'il faut faire une attaque, une offensive massive pro-nucléaire en Europe contre la fiscalité des ENR, hein, qui est le grand sujet, parce que tant qu'on financera... pourquoi tous les producteurs de pétrole sont venus dans l'éolien? C'est parce que c'est hyper rentable, vous l'avez très bien expliqué. Donc, il y a 14 pays en Europe qui ont compris que, comme nous, que hors du nucléaire, pas de salut. Et celui dont vous n'avez pas parlé, qui me paraît le plus important, c'est l'Angleterre, qui a 15 réacteurs, 2 en construction, qui sont tous, et d'ailleurs, curieusement, été pilotés par une filiale d'EDF, l'ensemble des réacteurs anglais. Moi, je pense qu'on devrait revenir à l'entente cordiale, hein, et faire réfléchir les Allemands plutôt que de les laisser aller vers un nouveau plan Ribbentrop-Molotov. Merci beaucoup. Jocelyne Canetti, avant de redonner la parole à la salle, peut-être effectivement vous avez abordé cette question du point de vue du client. Oui, parce que nos concitoyens, ce sont aussi des clients consommateurs. Et puis, il y a aussi les entreprises. On parle beaucoup de réindustrialisation. Alors, comment ils voient ces problèmes d'énergie? Je le résumerai en 3 mots. Ils veulent que ça soit sûr, propre, peu coûteux. Et puis, je dirais à la fin quelques mots sur les importations et les batteries, parce que c'est un vrai sujet qu'on évoque peu, et c'est un vrai problème. Alors, nos clients entreprises que j'ai bien connus et les clients consommateurs, ils veulent une énergie propre et sûre. Sûre, ça veut dire disponible. J'appuie sur le bouton. Les clients industriels, ils veulent savoir s'ils auront de l'énergie pour les 10 ans qui viennent en France. Ils veulent savoir comment ils pourront la consommer. Je reviendrai sur les problèmes de coût dans quelques instants. Ils veulent savoir quels investissements il faut qu'ils fassent. Et bien sûr, ils veulent que ça soit propre. Ils souhaitent participer à la protection de la planète.
Ils veulent que ça contribue à la décarbonation, mais ils sont bien conscients quand même qu'en France, l'électricité est déjà décarbonée à 92%. Donc leur continuer avec le nucléaire et l'hydraulique, ça leur va très bien. Pourquoi les ENRI ne répondent pas du tout à ça? C'est d'abord le I, évidemment, c'est le I de l'intermittence. Un client industriel ne peut pas avoir son énergie, son électricité qui monte et qui descend. Il ne peut pas s'arrêter chaque fois qu'il y a une éolienne qui a moins de vent. Il ne peut pas s'arrêter chaque fois qu'il y a un nuage qui passe sur le soleil. Donc ils veulent de la fiabilité, de la sûreté au sens sécurité, disponibilité de l'énergie. Si vous regardez la production chaque jour, moi je le fais souvent en ce moment depuis 6 mois, 1 an, sur le site de RTE Economics, vous voyez qu'il y a peut-être beaucoup de puissance installée pour l'éolien, mais la puissance réelle, elle est de 6, 7, 8% des besoins en plein été, mais c'était pareil au mois de janvier. Tout le mois de janvier, il y avait moins de 10% en puissance appelée par les clients, qui était de l'électricité éolienne. Quant au solaire, certes, en ce moment, il brille pas mal. Donc, si vous regardez les stacks aujourd'hui, il y a 10-15% de solaire. Mais si vous avez regardé au mois de janvier, février, ben, je suis désolée. C'est pas là à la pointe du matin. Il n'y a pas de solaire. Et la pointe du soir, il n'y a pas de solaire. Il n'est pas là non plus pour la pointe du soir. Donc, on ne peut pas compter sur ces énergies renouvelables en puissance. Et en énergie, c'est pas beaucoup mieux. C'est 7-8% pour l'éolien de l'énergie consommée en France, malgré les milliers de mâts et de trucs qu'on installe et qui polluent. D'électricité, pardon. De l'électricité. Je reviendrai sur le mix tout à l'heure. En ce moment, c'est 1%. Aujourd'hui, c'est 1%. Ben, c'est pas mieux. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faudra accepter d'installer des centrales à gaz. Il n'y a que le gaz qui peut suppléer à l'éolien si on n'installe pas plus de centrales nucléaires. Le gaz, c'est 400 grammes de carbone par kilowattheure électrique produit. 400 grammes par kilowattheure. 400 grammes. Le nucléaire, c'est 6. L'éolien, c'est 12. Donc le mix éolien plus gaz, c'est de l'ordre de 150 grammes de carbone par kilowattheure produit. Personne ne vous le dit. Et en plus, il faudra un double investissement. Il faut un double investissement puisqu'il y a les subventions sur toutes nos amies éoliennes et autres, entre guillemets, évidemment, Christophe. Va me faire les gros yeux sinon. Mais il y a un double investissement à faire pour pallier à leur intermittence. Et c'est pour ça qu'on a construit l'Andovisio, c'est pour pallier à l'intermittence du projet en baie de Saint-Brieuc notamment. Au-delà, parce qu'il y a un problème de stabilité du réseau en Bretagne. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, en 2002, j'avais proposé ce projet. On a mis 20 ans pour le réaliser. La deuxième chose que les clients attendent, c'est un coût bas, prévisible pour qu'ils sachent programmer leurs investissements, qu'ils soient entreprises ou consommateurs. Hein. Les consommateurs aussi, ils veulent savoir ce qu'ils auront comme prix d'électricité. Et donc, un coup bas, le nucléaire et l'hydraulique leur ont apporté ça pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, pourquoi il y a cette envolée du prix de l'électricité? Parce que, certes, il y a quelques petits problèmes de disponibilité du nucléaire, mais enfin, ça couvre quand même les 3/4 de la puissance appelée aujourd'hui. Hein. Faut pas, si vous regardez, c'est encore les 3/4 de la puissance appelée. On est à 45 000 mégawatts. Et quand on est marginal gaz, comme on disait autrefois quand on travaillait là-dessus, bah c'est là où le prix du kilowattheure marginal s'envole. Parce que l'éolien n'est pas là, n'est pas disponible. Donc, ils veulent, c'est vraiment ce marginal gaz qui vient du gaz, mais surtout que ce qu'on importe quand on fait des importations, André l'a un peu évoqué tout à l'heure, on importe du charbon allemand, lignite ou charbon, et du gaz marginal chez eux aussi, parce que c'est le dernier moyen de production appelé. Donc les importations sont très chargées en carbone et très chères. Et c'est ça qui fait monter les prix marginaux en France. L'éolien terrestre, les coûts
il faut que vous ayez tous les coûts. Alors, peut-être vous les avez, mais le nucléaire de série, il sortira autour de 70 € par kilowattheure électrique. L'éolien terrestre, c'est 90. Pourquoi 90 ? Parce que souvent, on ne vous parle pas des raccordements. Mais il y a facilement 30 € par kilowattheure de raccordement, que ça soit à Transport ou Enedis. Donc, le nucléaire, 70, l'éolien terrestre, 90, et l'éolien offshore, c'est de l'ordre de 140. C'est peut-être plus encore, mais... Quant au gaz, il se balade entre 80, quand le prix du gaz et le pétrole ne sont pas trop hauts, à plus de 200, comme aujourd'hui, quand les prix du pétrole s'envolent. Alors, quand on dit tout ça, on nous dit toujours mais il va y avoir du stockage, on l'a effleuré tout à l'heure, et des importations. Multipliées par 3, comme le fait le rapport RTE de l'hiver dernier, les volontés d'importation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on importe à la pointe de temps en temps 10 000 mégawatts. Multiplier ça par 3 et passer à 30 000, c'est une folie furieuse. Pourquoi c'est de la folie ? Parce que simplement, tous les pays qui étaient excédentaires dans les années 2000, quand les prix étaient bas, la dérégulation, ça marche bien quand il y a surproduction, surcapacité. Or, aujourd'hui, tous les pays sont proches de la sous-capacité. Tout le monde doit réinvestir. Les Allemands ont fermé leurs 30% de nucléaire et ils n'arrivent pas à courir derrière la demande. Les Belges sont en train de reporter la fermeture du nucléaire. Les Suédois, qui eux savent programmer, ils ont reporté déjà aujourd'hui leur programmation nucléaire. Et donc tous les pays sont en sous-capacité. Et donc je ne suis pas du tout sûre qu'en 2050, en tout cas en 2030 et 2035, c'est à peu près sûr que ça passe pas, qu'on pourra importer 30 000 mégawatts. C'est énorme. Et les batteries. Alors moi, les batteries, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle terriblement. Déjà, il y a le problème des métaux rares. Dans l'éolien, on n'a pas évoqué ce matin, il y a quand même 10 à 100 fois plus par kilowattheure produit de métaux rares. Le cobalt, le cuivre, le lithium et puis le nickel. Ça coûte très cher, mais surtout, c'est rare. C'est rare parce que ce sont des terres rares et c'est rare parce que ce qui est rare est cher. Donc ça augmente les prix et on n'est pas indépendant géostratégiquement de tous ces métaux. Les batteries, donc, il y a énormément de ces métaux rares, 10 à 100 fois plus par kilowattheure produit. Mais surtout, je voudrais qu'on fasse attention à la surface utilisée au sol. Un mégawattheure de stockage, c'est un container maritime. Un térawattheure, c'est donc 1 million de containers maritimes. 1 million de containers maritimes, c'est 20 000 bateaux, c'est 50 bateaux, un grand bateau comme celui qui vient d'être inauguré par CMA-CGM, le Jacques Saadé. Le maximum, c'est 20 000 containers. Donc, si on veut stocker 1 térawattheure, c'est pas beaucoup, c'est une demi-journée de consommation. Si on veut stocker 1 térawattheure, il faut 1 million de containers. Il faut 20 bateaux chargés, 50 bateaux chargés à plein de containers. Il faut les répartir sur le territoire après. Hein. C'est pas fait. Hein. Nos clients industriels qui consomment entre 1 et 10 gigawattheures pour les moyennes, les PME, il y a beaucoup de PME en France, stocker 1 gigawattheure, c'est 1000 mégawattheures. Je ne vous fais pas de la mathématique. Hein. 1 gigawattheure, c'est 1000 mégawattheures. Donc, c'est 1000 containers. C'est possible, ça? Alors, vous allez me dire, oui, mais on stocke, on recharge, on stocke, on recharge. Oui, mais quand il y a 3 semaines de froid l'hiver, on stocke, mais on décharge, mais on ne recharge pas forcément facilement. Hein, parce que même la pointe, la nuit, est assez haut. Donc, je voulais que vous ayez en tête cette idée sur les stockages. Les métaux rares et la surface au sol pour que ça utilise. Il nous reste en France, 5 minutes. Oui, j'ai presque fini. En France, on mélange décarboner l'électricité, on l'a effleuré tout à l'heure, et décarboner l'énergie. L'énergie, on l'a dit plusieurs fois, elle est décarbonée à 92%. L'électricité est décarbonée à 92%,
L'énergie, il y a beaucoup à faire. C'est difficile sur les bâtiments résidentiels et tertiaires. Et puis, sur le transport, vous prenez l'autoroute, c'est effrayant à chaque fois, c'est une noria de camions qui se baladent sur l'autoroute. Donc, c'est la priorité des priorités. Le transport des camions, après aussi les véhicules personnels. Je ne veux pas parler de véhicules électriques parce que je ne suis pas du tout sûre qu'on y arrive aussi bien qu'on le dit, aussi facilement qu'on le dit. Le transport et les bâtiments. Et ça, c'est un vrai sujet très difficile. Par contre, la rentabilité en carbone des francs de l'euro investi est quand même bien plus intéressante qu'elle essayer d'enlever du carbone dans une électricité déjà décarbonée. Donc il faut réfléchir à tout ça, parce que on veut industrialiser, mais il faut savoir faire une promesse. Quand on veut attirer les industriels et les entreprises en France, il faut leur faire une promesse d'énergie sûre et disponible, pas chère et propre. Et ça, seul le nucléaire et l'hydraulique savent l'apporter. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, si vous voulez bien vous lever, on va vous passer un micro. Merci François Bonneau, sénateur. Je voudrais profiter de la présence de l'ancien président de RTE pour dire que j'ai eu l'occasion d'auditionner son successeur. Et ce qui nous paraît très gênant dans le rapport RTE 2050, hein, que j'imagine tout le monde connaît, c'est qu'on a l'impression qu'on est parti de là où on voulait aller et on a essayé de bâtir un raisonnement derrière. Et c'est extrêmement gênant parce que ça ne résiste pas à l'analyse. Et vous l'avez évoqué les uns et les autres. Et moi, ce qui m'a gêné lors de cette audition, c'est que le président de RTE a dit, de toute façon, s'il y a des personnes qui ne veulent pas d'éolien, on va leur couper le courant. Donc, si vous voulez, on sort complètement d'un devoir qui est celui qu'on essaie de partager, d'avoir une analyse posée sur ces questions qui sont des questions fondamentales. Et vous avez les uns et les autres parlé du risque de rupture qui effectivement sera un traumatisme pour beaucoup de personnes et auquel on doit se préparer. Et malheureusement, on n'en prend pas le chemin par rapport à tout ce qu'on peut lire et entendre. Merci beaucoup. Rapidement. Très rapidement, écoutez, je ne vais pas trop critiquer le successeur de mon successeur de mon successeur. Lisez mon interview que j'ai donnée à la une de la Tribune le 17 février. Je me suis permis de faire quand même quelques critiques qui vont tout à fait dans le sens que vous indiquez. Monsieur Michael Schack, je suis l'ancien directeur marketing d'Engie. Je voudrais rajouter quelques éléments au débat. Je suis pro-nucléaire, pour être tout à fait clair, mais ma conviction intime, c'est qu'on ne peut vraiment pas mettre tous nos œufs dans le même panier et que c'est dangereux pour la France d'opposer les renouvelables et le nucléaire. Pourquoi ? Parce que le nouveau nucléaire qu'il faut comparer, comme vous l'avez clairement dit, vos chiffres sont corrects. Il me semble par contre que le nouveau nucléaire, on est à des prix de 120 à 140 euros et qu'on a une difficulté industrielle extrêmement grande à construire des nouveaux réacteurs, qu'on voit Hinkley Point, on le voit Flamanville. Donc c'est un premier risque. Le deuxième, vous savez mieux que moi, que d'être totalement dépendant du même parc, on a un risque industriel. On peut un jour se retrouver avec 0 réacteur nucléaire en activité. Vous avez vu les fissures sous corrosion actuelles. Si c'était répandu à tout le parc, ça voudrait dire fermer l'intégralité du parc nucléaire français. Donc il y a un risque industriel pour le pays, dans tous les pays du monde, à mettre tous ses œufs sur le même panier. Donc je recommanderais personnellement d'avoir un mix plus équilibré. Et de ce point de vue, la position du gouvernement de dire 50% de nucléaire, 50% d'autres solutions me paraît mitiger le risque. Premier commentaire. Deuxième commentaire, c'est que l'électricité ne représente que 15% de la consommation d'énergie. Quand vous avez le camembert, comme vous l'avez dit, 50% est la chaleur. Or, pour tenir les accords de Paris et décarboner, il faut absolument adresser la chaleur renouvelable. Et ce n'est pas un débat qu'on mène suffisamment, alors que la France est un des leaders mondiaux avec les réseaux de chaleur des grandes entreprises. Et quand on voit des villes et des territoires qui sont arrivés à la neutralité carbone comme Copenhague, comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des smart grids thermiques et électriques en combinaison électricité et chaleur avec de la cogénération, de la géothermie. Donc je pense qu'il faut dépassionner le débat au niveau de l'électricité, il me semble, et qu'il faut regarder au-delà de la seule électricité qui représente encore une fois que 15% des enjeux, et qu'il faut avoir une vision plus globale de décarbonation des territoires en combinant avec la chaleur.
trigénération, géothermie, biomasse, etc. etc. Enfin, vous le savez mieux Alors, que ça. Copenhague, ils sont très gentils, les Danois. Ils importent du charbon allemand tout l'hiver. Bon, peut-être, j'en sais rien, mais je suis pas complètement sûre parce qu'ils arrivent toujours pas à produire suffisamment. Et puis, quant au prix du nucléaire, le 110, c'est le prototype et c'est très cher et on en souffre chaque fois qu'il y a une annonce. Si on arrive à construire en série ce que nous préconisons au CEREME, c'est 70 quand on arrive à construire 2 réacteurs par an et qu'on travaille en série, c'est de la série industrielle. Madame, excusez-moi parce que vous demandez la parole depuis longtemps et je vous la donne seulement maintenant. Non, madame, c'est moi qui suis le patron et c'est moi qui décide. Merci, monsieur. Oui. Tout d'abord, je voudrais répondre à monsieur qui défend le mix. Excusez-moi, mais avant l'éolien, avant le Grenelle de l'environnement, on avait déjà du mix énergétique, hein, et on n'avait pas de problème. Bon, voilà. Mais j'aimerais aussi rajouter que Engie, notamment, entre autres, mais dans les projets éoliens en mer, dont Engie a 2 projets, dans les deux premiers appels d'offres, c'est-à-dire pour mettre 3 TWh, 3 TWh, oui, enfin, non, c'est combien? C'est 3000 mégawatts, pardon. Voilà, 3000 mégawatts, c'est-à-dire 6 projets en mer de 100 km², c'est-à-dire 6 fois la ville de Paris. Ces projets, d'après la Commission européenne, vont produire 10 TWh par an, c'est-à-dire moins que Fessenheim, qui en produisait 12 par an et qui utilisait 2 km² d'espace occupé. Là, pour produire moins que Fessenheim, il faut 6 fois la ville de Paris. Et on détruira toute la pêche. Voilà. Bon, c'est une parenthèse. Comparons ce qui est comparable, monsieur. Moi, j'ai une question à poser à monsieur Merlin, je crois, qui qui a une question, c'est concernant RTE. Ouais. J'ai une question à vous poser RTE. Concernant RTE. Il est question d'installer. Aujourd'hui, le réseau est utilisé par l'installation des centrales éoliennes et solaires, etc. Bon, c'est-à-dire qu'ils utilisent, a priori, la structure qu'on a déjà financée ou qu'on finance. Demain, on va vouloir mettre des centrales nucléaires. Notamment, moi j'habite à côté de Penly, donc il est prévu de mettre 2 centrales à Penly. Ouais. Et puis il va y avoir... Quelle est votre question? Alors, ma question, c'est qu'on veut mettre 40 gigawatts d'éolien en mer, qui sont déjà en train d'utiliser le réseau existant. Le jour où on va mettre les centrales nucléaires, est-ce qu'il ne faudra pas reconstruire des lignes électriques à haute tension? Oui, alors à propos du réseau à très haute tension, hein, c'est le réseau 400 000 volts. La raison pour laquelle personnellement je préconise l'installation d'EPR2 sur les sites existants, c'est justement pour éviter le plus possible de construire de nouvelles lignes à très haute tension parce qu'on aura beaucoup de difficultés à construire ces lignes. Donc l'idée, effectivement, c'est d'installer ces nouveaux réacteurs sur les sites existants. C'est pour ça que le projet SMR ne me paraît pas du tout adapté à la situation française, contrairement à ce qui a été dit lors de l'allocution à Belfort. Et quant aux 50 parcs éoliens de 80 gigawatts, permettez-moi de dire, je n'y crois pas un seul instant. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et qui plus est, c'est de l'énergie intermittente, 40% du temps, simplement, le facteur de charge. Et ça ne... Je dis 40. Hein. Ouais. Bon, et bien évidemment, il faut des centrales combinées au gaz. D'accord. Monsieur, ce sera la dernière question. Monsieur, si vous voulez bien prendre la parole, vous présenter. Merci. Pierre Golichot, je suis de formation économique et j'ai travaillé un moment à Bercy, à la direction de la prévision et du Trésor. Voilà. Et je suis ami avec Christian Gérondeau et Camille Vert, deux polytechniciens.
Donc Girondeau, j'ai tous ces c'est un livres chez moi. affreux écolo-sceptique. Oui, voilà, les climato-sceptiques. Voilà, alors je voudrais un peu décadrer le débat, parce que quand je commence à citer ces deux personnes-là, vous imaginez que je vais un peu décadrer le débat. Premièrement, sur le CO2, d'après Christian Girondeau dans ses derniers livres, il y a eu des périodes sur la planète où il y a eu plus de CO2 que maintenant, et que la végétation était beaucoup plus importante. Oui. Donc c'est non, pas mais forcément... Là, on s'éloigne un peu de notre sujet. Là, on passe sur le GIEC. Là, on s'éloigne un peu de notre sujet. Là. Deuxièmement, sur l'origine du réchauffement climatique, d'après Camille Vert, c'est plutôt le réchauffement climatique qui suscite une augmentation du CO2 et plutôt plus près de votre bouche, le micro, si vous voulez bien. Pardon, mettez votre micro en perpendiculaire. Avoir leur avis sur la question. Ouais. La normalienne va vous répondre, alors. Je ne voulais pas faire de discrimination. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de ne pas faire attention au carbone, quand même. Certainement, il y a eu des périodes historiques où il s'est passé des choses. Je crois qu'on a tous un devoir de faire attention quand même aux émissions de carbone, en étant raisonnable, parce que la France, c'est 1% des émissions mondiales. Et le vrai sujet, c'est de savoir comment les Indiens, les Chinois, les Russes et les États-Unis réduisent leurs émissions de carbone. Ouais, donc la Commission européenne, elle veut être le premier de la classe, très bien, mais la France est déjà très décarbonée, et c'est pas en diminuant par 2 nos émissions de carbone qu'on réglera le problème de la planète. Voilà, merci beaucoup. Je vais demander merci à tous nos intervenants. Je suis un peu en retard, je suis désolé, mais c'était passionnant. Je vais demander à Xavier Moreno, président